Et puis bon, on va progresser dans l'incidence des événements dits exceptionnels. On est parti de la crise d'hyperthermie maligne et on va arriver maintenant à l'hypoxémie. Alors certes réfractaire, mais c'est quand même quelque chose sans doute auquel on est tous confrontés, sinon au quotidien, en tout cas régulièrement. Et donc c'est Florian Blanchard de Paris, de La Pitié, qui a accepté de traiter ce troisième sujet. Merci Florian. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation pour parler d'hypoxémie réfractaire. Moi, je suis praticien hospitalier en réanimation à La Pitié-Salpêtrière et je suis quand même de temps en temps appelé au bloc opératoire pour traiter justement ces cas d'hypoxémie réfractaire. Alors déjà, on va se poser la question de ce que c'est qu'une hypoxémie réfractaire. Parce que moi, j'ai pas trouvé de définition. Alors, j'ai pas de lien d'intérêt avec tout ça. J'ai quelques liens d'intérêt avec la sédation et les antibiotiques, mais rien à voir avec l'hypoxémie. Donc dans la littérature, quand on regarde un peu déjà ce que c'est qu'une hypoxémie au bloc opératoire, en fait, il n'y a pas beaucoup de papiers. Il y a une étude de 2010 qui regarde à peu près 95 000 patients aux États-Unis et qui évalue l'incidence de l'hypoxémie définie par inférieur à 90 de SAT et sévère inférieur à 85 de SAT. Et vous voyez que c'est finalement pas extrêmement fréquent, entre 3,5 et 7% des patients. Mais si on réfléchit en termes d'incidence par heure de bloc opératoire, c'est là un peu plus fréquent, puisque une hypoxémie, ça survient toutes les 30 heures au bloc opératoire, et une hypoxémie sévère toutes les 55-60 heures. Alors si on regarde par rapport au nombre de prises de saturation au cours du temps, on voit que c'est rigiki. C'est la petite pourcentage ici en haut à gauche. Le reste du temps, la grande majorité de nos patients sont normalement normoxiques, en tout cas au-dessus de 93 de 7. Il y a deux moments où on est particulièrement à risque, je ne vais rien vous apprendre, c'est l'induction anesthésique et le réveil. Ça représente 70% des hypoxémiques, alors que c'est que 21% du temps opératoire. Est-ce que ça dure longtemps, ces épisodes d'hypoxémie ? Heureusement non. La majorité des cas, c'est pris en charge et corrigé en l'espace de 1 minute. Et vous voyez que dans cette cohorte de patients, donc 95 000 patients, en 6 minutes, quasiment l'intégralité des cas étaient traités dans les 5 premières minutes et quelques rares cas qui prenaient un peu plus de temps. Bon d'accord, mais alors qu'est-ce que je fais maintenant quand mon patient est désature ? La SFAR, elle vous a un peu aidé, puisqu'il y a un comité de l'analyse et de la maîtrise du risque qui a développé des aides cognitives. Alors il y en a pour tout type, mais vous en avez une sur la désaturation au bloc opératoire. Et ils commencent leur aide cognitive en disant vous vérifiez déjà si vous avez un bon signal de SAT, vous mettez votre patient en FiO de 1, vous ouvrez votre circuit, ça vous laisse le temps de réfléchir, vous vérifiez votre ligne de capno, vous vérifiez que votre patient n'est pas en défaillance hémodynamique. Et ensuite, ce qui vient direct après, c'est vous appelez à l'aide. Ça, c'est les facteurs humains. Je vous encourage à venir écouter cette masterclass à La Pitié-Salpêtrière à la fin du mois sur les facteurs humains au bloc opératoire et en périopératoire. Ces facteurs humains, les aides cognitives justement de ce groupe, sont faits pour lutter contre vos facteurs humains qui font que, de base, nos capacités cognitives sont limitées et donc nous faisons des erreurs. Pour éviter ça, il y a des checklists. La checklist, elle continue sur la désaturation au bloc opératoire en regardant si votre capno est présent ou non, ou s'il est anormal ou non. S'il est absent, on va vérifier que le patient est bien branché, que le capnographe est bien branché, qu'il y a une pression du ballonnet qui est correcte et que mon circuit fonctionne. Mais très rapidement, on va surtout reprendre la main en ventilant le patient avec un BAVU, en FiO2 1 toujours, pour savoir si on a une ventilation qui est efficace ou non. Si on a une ventilation qui est efficace, en gros, ça vient après la sonde d'intubation le problème, donc c'est que j'ai un problème sur mon circuit ou mon ventilateur. Si j'ai une ventilation qui est inefficace, la première chose à penser, c'est mon patient est-il toujours intubé ? Voire même de réintuber le malade. Est-ce que j'ai une obstruction complète ? Est-ce que j'ai un bronchospasme ? C'est mes deux diagnostics. Si mon capno est présent ou anormal, cette fois-ci, c'est l'auscultation qui va vous aider. 3 possibilités. Vous avez une auscultation qui est asymétrique. Cette fois-ci, vous allez penser donc à une intubation sélective, un pneumothorax, une atélectasie. Vous avez une intubation qui est symétrique mais pathologique. En fonction de votre auscultation, vous aurez quelques diagnostics. Et enfin, vous avez une situation où vous avez une auscultation qui est symétrique, normale, avec des pressions qui sont normales.
Cette fois-ci, vous allez avoir plein de diagnostics, en particulier des causes cardiogéniques, des embolies pulmonaires, du bas débit. Et c'est finalement dans ces situations-là, peut-être qu'on va rentrer dans ce qui ressemble à l'hypoxémie réfractaire. En pratique, c'est quand on a fait tout ça, moi, que je considère que là, on est un peu dépassé. Et quand je suis dépassé, moi, je reviens à la physiologie. John West, 97 ans, toujours vivant, qui a écrit des beaux livres et qui nous explique comment fonctionne l'hématose de nos malades et des patients tout venant. Donc il y a 6 causes d'hypoxémie qu'on va détailler au fur et à mesure du temps, et vous allez voir qu'en fait, en réfléchissant sur ces causes-là, on comprend un peu mieux ce qu'il en est et on essaye de trouver un diagnostic, puisque traiter la cause de notre hypoxémie va finalement être traiter notre hypoxémie. Dans nos intervenants, je vais refaire un peu de physio, on a la pression inspiratoire en oxygène, la pression alvéolaire en oxygène, grand A, la pression veineuse en oxygène, et à la fin, on va avoir la pression artérielle en oxygène, celle qui nous intéresse, puisque c'est celle qui est responsable de notre hypoxémie. Pour la pression alvéolaire, on a une belle équation qui montre que c'est la pression atmosphérique moins la pression en eau, fois la FiO2, moins la PaCO2 divisé par le coefficient respiratoire. Ça explique déjà les 2 premières causes d'hypoxémie. La première chose, c'est si vous ventilez un malade en haut du mont Everest, New England, 5 malades. Enfin, 5 malades, 5 alpinistes, qui se sont fait des gaz du sang en haut de l'Everest. Chacun sa passion. Bon, vous voyez que vous avez une PaO2 qui n'est pas très élevée, sans oxygène. Et vous avez quand même un alpinisme un peu inquiétant qui a 34 de SAT en haut du mont Everest. Il a intérêt à redescendre rapidement. Il n'y a pas besoin de monter en haut du mont Everest. Ça, c'est ma SAT à 4000 mètres d'altitude. Bon, je ne suis pas grand sportif, je ne suis pas alpinisme, voilà, mais 86 de SAT. Bon, j'étais eupnéique. Je n'avais pas fait un grand effort. Donc la baisse de la pression atmosphérique, c'est quand même pas trop nos problèmes au bloc opératoire. Par contre, la baisse de la FiO2 sur un circuit fermé, il faut quand même faire attention. Théoriquement, ça ne devrait pas arriver, mais réglez vos alarmes pour avoir une FiO2 minimale à 25%, puisque sinon, vous allez créer une PiO2 basse, tout simplement, et il ne faudra pas vous étonner si votre malade est hypoxémique. Ce qui marche bien quand même en salle aussi, c'est de vérifier que quand on vous appelle pour 15 litres d'oxygène, le malade soit bien branché sur de l'oxygène et pas sur de l'air, ça arrive quand même régulièrement. La deuxième cause d'altération de la pression alvéolaire en oxygène, c'est l'hypoventilation alvéolaire. Le CO2 prend la place dans l'alvéole de l'oxygène, ni plus ni moins. Et au fur et à mesure du temps, quand on a une diminution de la ventilation alvéolaire, on voit que la pression alvéolaire en oxygène va diminuer. Ces 2 causes, on peut essayer de calculer une différence artério-alvéolaire en oxygène ou alvéolo-artérielle en oxygène. Dans les 2 cas, elle va être normale. Et surtout, ces 2 causes vont être corrigées extrêmement rapidement par une augmentation de la FiO2. Donc normalement, si vous avez suivi l'algorithme de prise en charge de l'aide cognitive, à la 2e case qui dit « mettez en FiO2 1 », vous avez corrigé l'hypoxémie de votre malade. Donc ces 2 premières causes d'hypoxémie, elles sont très simples à régler, puisque vous montez la FiO2, c'est facile. La 3e cause d'hypoxémie, c'est le chant de vrai. Cette fois-ci, vous avez une alvéole qui est complètement bouchée et vous avez du sang qui continue à passer. Vous allez avoir un chant qui est soit intrapulmonaire, soit extrapulmonaire. Et cette fois-ci, vous avez beau monter la FiO2 comme vous le voulez, ça va dépendre de votre débit de chante, mais en pratique, souvent, vous ne corrigez pas du tout l'hypoxémie. Alors, dans les chantes extrapulmonaires, je ne vais rien vous apprendre. Vous avez le foramen ovale perméable, l'infarctus du VD. En pression positive, ça arrive de temps en temps qu'on ouvre un foramen ovale perméable. Il faut quand même une augmentation de pression supérieure à droite par rapport à la gauche pour que ça passe. Mais ça arrive de temps en temps au bloc opératoire ou en réanimation. Donc ça, c'est une cause où vous montez la FiO2, il ne se passe rien. 4e cause, l'effet basse PVO2. Donc l'effet basse PVO2, la SVO2, on a tous appris cette belle formule. Je ne vais probablement pas vous apprendre grand-chose en dehors de la façon de l'apprendre à vos étudiants. Moi, j'ai jamais réussi à retenir cette formule. Par contre, je suis déjà allé dans un restaurant où il y avait des tapis à sushi. Et donc, la SVO2, ce n'est ni plus ni moins qu'un tapis à sushi. Pourquoi ? Je vous présente les protagonistes. On a notre tapis, on a notre maître sushi, on a nos clients et on a des assiettes. Alors la particularité de ce tapis à sushi, c'est que vous ne prenez pas les assiettes et vous les laissez sur le bord de votre table, mais c'est vous picorez direct dedans. Donc quelles sont les causes d'altération de ma SV sushi, ma saturation veineuse en sushi, à la fin de mon tapis ?
La première chose, c'est si j'ai un maître sushi qui est un peu mou et qui me met que 3 sushis par assiette, forcément mes clients consommant toujours de la même manière, à la fin, j'en ai moins, donc j'ai une saturation veineuse en sushi plus basse. Deuxième option, si j'ai moins d'assiettes, chaque client va plus picorer par assiette, du coup, j'ai une SVO de sushi plus basse. Enfin, une SVO sushi plus basse. Si j'ai une orgie de clients d'un coup qui s'arrive, ma consommation en sushi augmente spontanément. Du coup, ma saturation veineuse en sushi baisse. Ça, c'est très simple chez nous. Les changements rapides de consommation en oxygène, c'est des patients qui sont fébriles, qui convulsent ou qui ont des contractions musculaires très intenses ou qui se réveillent. Ça marche aussi. Dernière chose, si mon tapis, on le règle très lentement, je vais avoir une diminution du débit des assiettes qui passent devant mes clients et donc une altération de ma saturation veineuse en sushi également. Vous avez à ce moment-là les 4 grandes causes d'altération de la saturation veineuse en oxygène. La baisse de la SaO2, l'augmentation de la consommation en oxygène, la baisse du débit cardiaque et la baisse de l'hémoglobine. Pas besoin de retenir la formule, vous savez tout faire avec votre tapis à sushi. Alors, on vous l'apprend comme ça, mais en pratique, c'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que la baisse de la SVO2 toute seule n'est pas responsable d'une altération de la SaO2 et d'une hypoxémie. Dans votre circulation pulmonaire, votre globule rouge, il va avoir un temps de transit au niveau pulmonaire, au niveau du capillaire pulmonaire. En gros, il est de 0,75 secondes la plupart du temps. Mais votre capillaire pulmonaire, il est efficace. En 0,25 secondes, vous voyez sur cette courbe que votre saturation, elle est remontée complètement. Du coup, toute cette zone-là, c'est la zone réellement où mon globule rouge se charge en oxygène. Et la suite derrière, ce n'est qu'une zone de réserve. Si je commence bien plus bas, et donc que j'ai une altération de ma saturation veineuse en oxygène, vous voyez que j'ai largement le temps de remonter pour arriver à un temps qui me permet de corriger complètement ma saturation artérielle en oxygène dans mon capillaire pulmonaire. Même si j'ai un temps de transit qui est bien diminué, donc un débit cardiaque qui est augmenté ou un effort, ce que vous voulez. Pour que ça soit responsable d'une hypoxémie, il va falloir que vous ayez une altération également de votre capacité pulmonaire. Et donc que votre courbe de réoxygénation de votre globule rouge, elle soit complètement différente de la normale et beaucoup plus aplatie. Cette fois-ci, si vous commencez plus bas, vous n'arriverez pas à corriger dans le temps imparti l'oxygénation de votre globule rouge. Et c'est là que vous allez être hypoxémique. Donc la saturation, l'effet basse PVO2, ça ne s'entend que quand on a une altération pulmonaire ou une pathologie pulmonaire déjà présente. Ça ne se voit pas tout seul la plupart du temps. Donc ça, c'est une hypoxémie qui, cette fois-ci, se corrige partiellement avec la FiO2 en fonction de ce que vous amenez en plus au niveau de la pression alvéolaire en oxygène et de ce fameux temps de transit. Ce temps de transit, il explique aussi la 5e cause d'hypoxémie qui sont les troubles de diffusion. Les troubles de diffusion, c'est la même chose. C'est-à-dire que normalement, vous avez ce temps de transit qui corrige complètement, qui rapporte suffisamment d'oxygène à votre globule rouge. Quand vous avez un trouble de la diffusion, votre pente, elle va être beaucoup plus faible. Si vous êtes au repos, pas de problème. Vous avez le temps suffisant et un temps de transit suffisant de votre globule rouge pour récupérer une saturation artérielle en oxygène parfaitement correcte. Si par contre, vous avez un temps de transit qui est diminué, raison pour laquelle on dépiste les troubles de diffusion en faisant un test d'effort en pneumologie, c'est ni plus ni moins pour réduire ce temps de transit. En diminuant ce temps de transit, on devient hypoxémique puisqu'on ne laisse pas le temps suffisant à notre globule rouge de se charger en oxygène. Pareil, c'est une cause qui peut être partiellement corrigée avec une augmentation de la FiO2. Dernière situation, c'est l'inadéquation ventilation-perfusion. Toujours très compliqué ça, c'est très simple en vrai. C'est quand vous n'avez pas la ventilation qui est parfaitement adaptée à votre perfusion. 2 situations. La première, c'est que vous avez une ventilation qui est conservée, mais pas de perfusion. Cette fois-ci, vous allez avoir des rapports ventilation très élevés sur perfusion. C'est ce qu'on appelle l'espace mort. Vous l'avez dans l'emphysème, dans l'embolie pulmonaire. Ou à l'inverse, vous allez avoir l'effet Shunts. Donc l'effet Shunts, c'est quasiment du Shunt, sauf que vous ne bouchez pas complètement l'alvéole. En ne bouchant pas complètement l'alvéole, vous avez une ventilation qui est bien moindre dans cet espace alvéolaire par rapport à la perfusion qui est en dessous. Vos rapports ventilation-perfusion sont cette fois-ci fortement diminués. Vous avez un effet Shunt. Et c'est ce qu'on voit quand vous avez une atélectasie, une pneumonie, un OAP. C'est la principale cause. Tout ce que je vous expliquais avant,
Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais ça existe. Mais c'est la principale cause, c'est les altérations de ventilation-perfusion. La différence entre l'effet shunt et le shunt, encore une fois, c'est le fait dans le shunt que vous ayez une alvéole qui est totalement bouchée. Cette fois-ci, les unités, elles sont perfusées mais non ventilées, alors qu'à l'inverse, dans l'effet shunt, elles sont mal ventilées, mais elles restent ventilées tout en étant correctement perfusées. L'effet shunt, il est corrigé par la FiO2. Le shunt, il n'est pas corrigé. En fait, ça dépend de votre débit de shunt. Plus vous avez un débit de shunt important, 5%, 10%, 15%, vous voyez qu'à partir de 20%, vous avez beau mettre la FiO2 que vous voulez, ça devient compliqué. Et au-dessus de 25, vous ne corrigez plus rien. Ça va être le principal moteur de notre hypoxémie, c'est de corriger ce fameux débit de shunt. Ici, vous avez l'intégralité des orientations diagnostiques en fonction des différentes causes, donc vos 6 causes d'hypoxémie qui vous permettent d'avancer vers le diagnostic et de réfléchir un petit peu au bloc opératoire si jamais vous avez une hypoxémie réfractaire. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien, c'est super, mais qu'est-ce que je fais maintenant de tout ça ? La première cause, je vous l'ai dit, c'est l'inadéquation des rapports ventilation-perfusion, principalement des atélectasies. Du coup, mettez-vous en 100%, encore une fois, vous vous donnez du temps pour réfléchir. Il va falloir rechercher la cause, encore une fois, soit en relisant la fiche d'aide cognitif de la SFAR, soit en reprenant les différentes causes d'hypoxémie qu'on vient de détailler. On va évaluer l'hémodynamique. Un petit effet baisse PVO2, c'est facile à corriger très rapidement. Encore une fois, il y a un problème pulmonaire sous-jacent. Vous avez une atélectasie en plus ou quelque chose, il va falloir le corriger. Et après, on va optimiser le réglage du ventilateur, optimiser la PEP, discuter des manœuvres de recrutement et appeler un collègue quand on s'en sort pas. Très rapidement. Encore une fois, nous ne sommes que des humains. Bon, probablement que pour s'en sortir, en fait, il faut essayer d'éviter d'en arriver là, tout simplement. Et donc prévenir l'hypoxémie, c'est pas plus mal, et c'est éviter les atélectasies. Il y a des recommandations qui expliquent bien ce qu'il faut faire, c'est-à-dire ventiler nos malades en leur mettant un volume courant entre 6 et 8 millilitres/kg et surtout une PEP. Jamais de mettre 0 de PEP, mais je pense que ça maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Individualiser la PEP. Essayer de positionner notre malade à 30 degrés, éviter la position allongée pour éviter qu'il dérecrute au maximum, et limiter la FiO2. Ça ne sert à rien de faire des FiO2 100% pendant tout le bloc. En mettant 40% des FiO2, vous avez deux choses. Déjà, vous limitez les fameuses atélectasies de dénitrogénation quand vous êtes très très élevé en oxygène, même si bon, c'est pas trop ce qu'on cherche. Mais par contre, en fait, vous détectez très rapidement si jamais votre malade devient hypoxémique et s'il y a une pathologie pulmonaire sous-jacente, si vous avez une atélectasie, si vous avez quoi que ce soit. Si vous mettez 100% des FiO2, à la fin du bloc opératoire, quand vous avez 90 de SAT, vous arrivez trop tard. Et là, maintenant, vous n'avez plus de réserve et ça devient compliqué. C'est très simple. Si vous voulez savoir ce qu'il faut faire, vous allez cet après-midi à la session SFAR et vous avez comment titrer la PEP au bloc opératoire et comment faire une manœuvre de recrutement et pour qui, et puis tout le reste. Donc vous aurez toutes les informations et on ne va pas s'épancher plus sur le sujet là maintenant. Donc en conclusion, la première chose, c'est prévenir l'hypoxémie. La deuxième chose, c'est mettre en FiO2 100% pour laisser le temps de réfléchir et c'est traiter la cause. Ce que je vous ai expliqué, c'est résumé dans cette petite fiche. Alors c'est en anglais, désolé. Mais c'est assez facile à lire, où vous avez toutes les causes d'hypoxémie en l'espace d'une petite fiche recto qui vous permet de savoir exactement où on en est. Et je vous remercie de votre attention. Je suis dispo pour toutes vos questions. Moi j'aurais une question, alors c'est... Ouais. J'ai effectivement aussi, comme tout le monde sans doute, toi le sentiment que c'est les hypoxémies qui sont réfractaires, notamment dans les suites de l'injection de l'anesthésie, c'est beaucoup du shunt, effet shunt. Et je me posais la question, la cause qui est la plus réfractaire, c'est finalement la réouverture du foramen ovale perméable, le shunt vrai, etc., que tu as évoqué. Est-ce que c'est si exceptionnel que ça? En fait, c'est la question que je me pose. J'ai l'impression plusieurs fois que ça pouvait être ça, le mécanisme de l'hypoxémie, parce que en particulier, finalement, ça ne répond pas du tout à l'augmentation de la PIP, au recrutement, etc. On se dit, je suis peut-être même en train d'aggraver l'hypoxémie, peut-être d'aggraver un shunt à gauche. Quoi. Mais je ne sais pas s'il y a des données là-dessus. Alors moi, j'ai pas vu passer de papier donnant l'incidence de réouverture, la vraie réouverture de FOP, hein, c'est-à-dire que 30% de la population a un foramen ovale perméable de base. Heureusement, 30% de nos malades ne font pas une hypoxémie réfractaire au bloc opératoire à chaque fois qu'on les endorme, parce que sinon, ça serait compliqué. En fait, finalement, c'est quand même assez
rare, la vraie réouverture de FOP, enfin celle qui est responsable du passage droite-gauche. C'est souvent associé à une pathologie sous-jacente quand même, soit une embolie pulmonaire, soit une HTAP déjà sous-jacente. Et en fait, c'est aussi ça malheureusement le problème, c'est de traiter la cause de cette réouverture de FOP en même temps. C'est des situations extrêmement complexes qu'on voit de temps en temps en réanimation qui sont extrêmement difficiles à prendre en charge. Le plus souvent, ça se termine avec une mesure des pressions à droite qui permet d'essayer d'optimiser au maximum à la fois la PEP, puisqu'on aurait tendance à vouloir diminuer la PEP, mais en diminuant la PEP, on augmente les atelectasies, en augmentant les atelectasies, on augmente les pressions droites, et donc on augmente aussi le shunt. Bref, c'est trouver un équilibre entre les deux, et souvent essayer de réveiller le malade au décours le plus vite possible, ce qui n'est pas toujours facile, et le cas. Et c'est dans une situation où des fois on se retrouve à mettre une ECMO, malheureusement. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Le professeur Constantin. J'ai l'impression que ton message écrase complètement l'effet basse TVO2. Moi, mon expérience, c'est qu'un malade sur deux qui désature au bloc et où, quand tu débarques, tout le monde est emmerdé, c'est qu'il y a, oui, il y a des atelectasies, il y a des troubles de la ventilation, mais il y a l'effet basse TVO2, et là, on commence à faire des conneries entre je baisse la PEP, je remplis, etc. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est vraiment sur un patient qui a des troubles de la ventilation parce qu'il est anesthésié et que l'anesthésie génère des troubles de la ventilation? Est-ce qu'on a des données sur l'incidence vraie de cet effet basse PVO2 ou baisse de la pression artérielle en même temps? On s'en fout, on va pas faire sur l'effet basse PVO2 responsable d'hypoxémie au bloc opératoire, très sincèrement, je ne connais pas de data, mais voilà. Oui, c'est une cause qui est, c'est une cause qui est fréquente. Encore une fois, c'est l'association de plusieurs causes. C'est-à-dire que tout seul, pris en charge tout seul, des patients hypotendus au bloc opératoire qui font une hypoxémie, on n'en voit pas beaucoup, parce que s'ils ont un poumon normal en dessous et qu'on a prévenu l'atelectasie, ça pose pas de souci. Si jamais on a une atelectasie ou autre chose, une pneumonie, un patient qui a un début de drap sur sa péritonite ou n'importe quoi, là vous rajoutez un peu d'effet basse PVO2, ça c'est certain que c'est quelque chose qui va être facile à corriger souvent en optimisant le remplissage de votre malade, parce que encore une fois, la plupart du temps c'est du bas débit, mais c'est souvent quand même du remplissage qui corrige dans cette situation l'effet basse PVO2 la plupart du temps. Donc en pratique, c'est des choses qui sont combinées, pris indépendamment de l'un de l'autre, on n'a pas de data, mais probablement que oui, il faut évaluer l'hémodynamique, et d'ailleurs dans l'algorithme de l'aide cognitive, c'est la 4e position, c'est vérifier l'hémodynamique de mon patient.